Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 14 mars. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui des élections qui vont avoir lieu ce week-end dans la Russie autocratique de Poutine. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, lors d'un vote à l'Assemblée nationale, un accord de sécurité franco-ukrainien a été soutenu malgré l'abstention du Rassemblement national et malgré l'opposition de la France insoumise. Alors que les élections européennes approchent, l'aide à l'Ukraine est devenue un thème clé de la campagne. L'accord scellé pour une durée de 10 ans prévoit un renforcement de la coopération militaire avec un soutien financier important de la part de la France. Et Emmanuel Macron a annoncé son intention d'inscrire dans le droit français la notion de consentement lors d'une discussion avec une association féministe. Actuellement, le code pénal définit le viol comme tout acte sexuel imposé par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Cette notion de consentement, qui est une notion très large et complexe pour la justice, fait débat déjà depuis longtemps. Et France Travail a été victime d'une cyberattaque touchant les données personnelles d'environ 43 millions de personnes. La base de données compromise inclut des informations d'identification de demandeurs d'emploi actuels et passés des 20 dernières années, ainsi que de personnes ayant un compte candidat sur francetravail.fr sans être inscrites. Cela représente une fuite de données sensibles considérable, ce qui pose évidemment un problème de sécurité nationale. Et hier en Corse, le port de Bastia a été bloqué par des marins de la Corsica Linea. Les marins protestent contre l'ouverture d'une liaison entre Toulon et l'île Rousse par la méridionale, craignant des conséquences pour les emplois. Ils déclarent que travailler en sous-effectif est désormais la norme. Et en Auvergne, la première mine française de lithium pourrait bientôt voir le jour. Imerys, la société qui souhaite exploiter la mine, avance que c'est un projet majeur pour la transition vers les véhicules électriques et l'indépendance énergétique de la France. Cependant, des habitants et militants expriment de sérieuses inquiétudes quant aux conséquences néfastes sur l'environnement, sur la santé et la biodiversité. Il souligne que basculer vers le tout électrique sans remettre en question le modèle actuel pourrait mener vers une impasse. Et il est temps déjà maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des élections présidentielles russes qui se dérouleront le 15 et 17 mars prochain. Vous le savez sans doute, Vladimir Poutine, au pouvoir depuis un quart de siècle, brigue un nouveau mandat de 6 ans, voire peut-être même 12 ans, grâce à une modification sur mesure de la Constitution menée il y a 4 ans. Aussi, faute d'une véritable opposition, le résultat semble jouer d'avance. Il faut savoir que là-bas, le Kremlin contrôle le processus électoral de bout en bout, laissant peu de place au pluralisme. En effet, les rares candidats qui s'opposent au conflit en Ukraine ont tout bonnement été interdits de participation. Et 3 adversaires uniquement, tous favorables à la campagne militaire, ont été autorisés à se présenter. Pendant ce temps-là, l'opposition réelle a été laminée par des années de répression. Mais malgré tout, le pouvoir a décidé de s'investir activement dans la campagne présidentielle, histoire de renforcer la légitimité de Vladimir Poutine, tant en interne qu'à l'international. Voici les détails. Bien que la défiance envers la politique soit forte, en particulier chez les jeunes, les autorités russes mettent tout en œuvre pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Des affiches patriotiques ornent l'espace public, appelant à voter pour la Russie. Des tombolas avec cadeaux à la clé sont organisés dans les bureaux de vote. Cependant, les pays baltes voisins, anciennes républiques soviétiques devenues membres de l'OTAN et de l'UE, ont dénoncé dans une déclaration commune la répression totale exercée contre l'opposition et les médias indépendants en Russie. Selon eux, les prochaines élections présidentielles en Russie ne seront ni libres ni équitables. Pointant du doigt l'absence de candidats alternatifs crédibles, ils estiment que ces élections n'auront aucune légitimité démocratique. Parallèlement, Vladimir Poutine a mis en garde contre des interférences étrangères lors du vote, promettant une réponse sévère. L'Ukraine et ses alliés occidentaux sont présentés comme de potentiels fauteurs de troubles, tandis que les opposants accusent les autorités russes d'avoir mis en place plusieurs outils pour contrôler les résultats, tels que le trucage des votes en ligne et à distance,
le bourrage d'urnes, la falsification des procès-verbaux ou encore les pressions sur les fonctionnaires. Aussi, Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant Alexei Navalny, a appelé ses soutiens à se réunir dans les bureaux au même moment et à voter pour n'importe quel candidat sauf Poutine, ou à invalider leur bulletin en écrivant Navalny en grosses lettres. Le scrutin se tiendra également dans les territoires ukrainiens occupés depuis 2022 par Moscou. Kiev affirme que les habitants y sont soumis à des menaces et violences pour aller voter, une affirmation démentie par Moscou. Bien que Poutine ne semble pas avoir de soucis à se faire pour sa réélection, la Russie, elle, fait face à de nombreux défis. S'il est vrai que l'économie résiste mieux que prévu aux sanctions occidentales, les Russes s'inquiètent tout de même de la hausse des prix et de l'instabilité liée au conflit en Ukraine. Le pays souffre notamment de problèmes démographiques, aggravés par la mort de milliers de soldats, ainsi que le départ de centaines de milliers de personnes opposées à la guerre, ou craignant d'être mobilisées. Aussi, ces derniers mois, les autorités se sont montrées fébriles face aux manifestations de femmes de soldats qui demandent leur retour du front. Il semble que les fortes sommes d'argent et les avantages sociaux promis aux familles de militaires ne remplacent pas les proches, même en Russie. Pour tenter d'apaiser la situation, Vladimir Poutine multiplie les promesses de modernisation des infrastructures et de lutte contre la pauvreté. Mais avec un pouvoir de plus en plus autoritaire et une société sous pression, l'avenir de la Russie reste incertain. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et aux États-Unis, la transcription d'un entretien mené par des experts chargés d'enquêter sur les événements du 6 janvier survenus au Capitole a été révélée. Un fonctionnaire de la Maison-Blanche affirme que l'ancien président Donald Trump avait proposé le déploiement de 10 000 soldats pour sécuriser le Capitole. Une affirmation qui contredit le rapport final de la commission. Des déclarations contradictoires ont été mentionnées, remettant en doute les accusations initiales et suscitant de vives discussions au pays de l'oncle Sam. Et un deuxième navire chargé d'aide humanitaire pour Gaza est actuellement au port de Larnaca, attendant de pouvoir appareiller une fois que la première cargaison de vivres aura été correctement déchargée dans le territoire palestinien, selon le ministre chypriote des Affaires étrangères. Ce navire appartenant à un État non spécifié est actuellement inspecté par les autorités chypriotes avant son départ. Et on passe aux actualités Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Où se situe réellement la capacité de combat de la Chine? Une remarque d'un haut gradé de l'armée chinoise soulève des questions. La Chine dispose de la plus grande armée et de la plus grande marine du monde, mais la corruption dans le milieu militaire est très problématique. Je vous propose de regarder ça. Cette remarque a naturellement attiré l'attention des médias. Le haut gradé en question est He Weitong, vice-président du plus haut commandement militaire chinois, la Commission militaire centrale. Dans une déclaration faite à l'occasion du rassemblement politique le plus important de l'année, il s'est engagé à sévir contre ce qu'il a décrit comme la fausse capacité de combat de la Chine. Des experts estiment qu'il pourrait sous-entendre que la capacité de l'armée chinoise à mener une guerre n'est pas aussi bonne que Pékin le prétend. Une corruption généralisée y règne. Lots of graft in the military. Officials could exaggerate budget numbers when buying new weapons or maintaining equipment, then put the extra money in their own pockets. En janvier dernier, He Weitong a déclaré que l'armée ne tolérait pas la corruption. Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré qu'il essayait de l'éradiquer. Au cours des 10 dernières années, plus de 170 généraux ont fait l'objet d'une enquête pour corruption. La purge la plus récente a eu lieu en décembre dernier, lorsque Pékin a évincé 9 hauts gradés du corps législatif. Les autorités n'ont pas donné la raison de leur éviction, mais certains des fonctionnaires évincés avaient travaillé pour le département des achats d'armes du Parti communiste chinois ou PCC, longtemps considéré comme susceptible d'être corrompu. Avant cela, Pékin a limogé son ministre de la Défense, Li Shangfu, 2 mois après sa disparition de la scène publique. Li dirigeait le département de développement des équipements du PCC et était soupçonné d'être impliqué dans des fraudes. The Chinese military is tough on the outside but weak on the inside. There are a lot of worms inside the military. Corruption, there is a structural problem. If Xi Jinping keeps rooting out the corruption there, the military could collapse or harbor a resistance against him.
Des experts ont noté qu'une fausse capacité de combat pourrait également vouloir dire que les commandants exagèrent les capacités de combat quand ils rendent leur rapport. Tous ces problèmes pourraient avoir un impact considérable sur la capacité de l'armée à mener une guerre. De plus, les sommes dépensées par Pékin pour la propagande, à l'intérieur comme à l'extérieur de Chine, sont colossales. Le Parti communiste chinois utilise constamment une forme de propagande de guerre, sans pour autant déclarer officiellement la guerre. Ce n'est pas du tout comparable aux autres puissances dans le monde. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un maître de la pré-Renaissance, Giotto di Bondone, né vers 1267 dans une famille de paysans près de Florence. Le célèbre peintre Cimabue l'aurait vu dessiner alors qu'il gardait des chèvres et l'aurait pris comme apprenti. Giotto di Bondone est un précurseur de l'humanisme qui caractérisera la Renaissance. Sa capacité à représenter des figures religieuses avec des émotions humaines, bien avant l'avènement de la perspective, le distingue. Il a su créer un espace tridimensionnel sur des supports plats, dépassant ainsi les limites de la peinture médiévale. Ses compositions se caractérisent par un centre de gravité bas et une focalisation sur l'essentiel, permettant une saisie rapide de l'ensemble. De plus, son talent pour humaniser les personnages, particulièrement visible dans la Lamentation sur le Christ mort, a influencé de manière significative les artistes de la Renaissance. En tant que fresquiste, Giotto utilisait des couleurs à l'eau sur un enduit frais, ce qui confère à ses œuvres une sobriété technique et une expressivité remarquables. Son influence s'est propagée à travers toute l'Italie. Giotto est décédé en 1337, laissant derrière lui un héritage fondamental. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.